Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour, je vais vous lire quelques extraits de l'ouvrage Du droit de déambuler de Sarah Van Uxem, paru aux éditions Wild Project dans la collection Le Monde qui vient en 2025. Je vous lis quelques extraits du dialogue introductif entre Baptiste Lanaspez et Sarah Van Uxem. L'horizon de ces textes est une refonte écologique du système juridique occidental moderne. Pour mener cette entreprise radicale, il nous faut remonter jusqu'au pivot de celui-ci, nos libertés dites fondamentales, conquises à la Révolution avec cette grande promesse d'émancipation individuelle. Parmi ces libertés qu'il conviendrait de réviser, nous pourrions bien sûr penser à d'autres que celles d'aller et de venir. Pour autant, il me semble important de débuter par la liberté d'arpenter la terre, car celle-ci interroge la définition et le commencement même du droit, et ce, en regard d'ailleurs de la propriété. Le droit d'avant la loi adviendrait-il avec la première prise de terre, sa clôture et la fin du nomadisme, comme le nomos de la terre de Schmitt nous invite à le penser? Ou signifierait-il, et comme à l'inverse, la libre disposition de moutons ou de brebis sur les flancs des montagnes, conformément aux enseignements de Deleuze et Guattari dans leur traité de nomadologie? Dans cette alternative résident pour ainsi dire deux conceptions du droit lui-même, et plus précisément deux conceptions du droit d'avant la loi. Un autre motif de commencer par réviser la liberté de parcourir les terres et de vagabonder est qu'elle a commencé à être remise en question au XIVe siècle pour devenir un délit avec la société industrielle, c'est-à-dire avec un mode de vie qui peut être regardé comme la principale cause du réchauffement climatique, de l'érosion de la biodiversité et de la multiplication des pollutions. Quoiqu'établi par Foucault dans Surveiller et punir, le lien entre l'institution du délit de vagabondage et le développement industriel surprend, tant nous sommes accoutumés à penser l'âge moderne tel un temps de libération individuelle. Pourtant, le délit de vagabondage ne fut pas aboli avant la fin du siècle dernier, et les animaux domestiques demeurent interdits de divaguer. Il se pourrait donc que la liberté d'errer contrevienne, d'une certaine façon et de manière paradoxale, au principe du droit occidental moderne. Une troisième raison de nous intéresser à la liberté de se déplacer à pied, à cheval ou bien encore à bicyclette est qu'elle se trouve effectivement menacée, non plus seulement par la fragmentation du territoire, l'artificialisation des terres et la disparition de sentiers, ou parce que l'importante circulation des biens et des personnes augmente le risque de pandémie, de sorte que plane toujours la menace d'une nouvelle assignation à résidence. Mais aussi, et de manière plus conjoncturelle, voire accidentelle, parce que le législateur français a récemment adopté un texte pour la protection des paysages et de la propriété privée. Quoique visant à favoriser la circulation de la faune sauvage, cette loi du 2 février 2023 a créé une infraction d'intrusion humaine dans les espaces naturels privés, qui a encouragé de grands propriétaires à fermer leur domaine jusqu'alors ouvert au public en posant de simples pancartes affichant « Propriété privée, défense d'entrée ». La liberté de se promener dans les espaces naturels comme urbains devrait pourtant être défendue par le législateur qui a, par ailleurs, entrepris de transformer le droit des transports en un droit de la mobilité afin de promouvoir notamment la marche et le vélo, soit des modes dits doux et actifs de se déplacer afin de lutter contre le dérèglement climatique et la pollution de l'air. En toute hypothèse, le législateur n'est pas à l'abri des contradictions, qui a porté atteinte au droit humain de se promener quand il entendait protéger la circulation de la faune sauvage. Or précisément, la déambulation ne s'entend pas dans ce recueil du seul transit autogène humain ou de la seule mobilité personnelle humaine. Par opposition au transport mécanique des gens, elle signifie également la divagation des animaux, le déplacement des végétaux ou bien encore la circulation des eaux et minéraux. C'est qu'au sein de sociétés écologiques qui accueilleraient et favoriseraient la vie des êtres autres qu'humains, les itinéraires des chevaux libres, les voies des cochons réensauvagés ou les sentes de vaches relâchées pourraient, en certains cas, et comme dans le cœur de nos parcs nationaux, venir limiter le droit de parcours humain. Ne perdant plus notre temps en trajets imposés pour contourner parkings et aérodromes et recouvrant notre capacité d'aller notre propre chemin,
Nous n'obtiendrions pas néanmoins le droit illimité de nous déplacer musculairement. En plus du droit réciproque de nos homologues humains, de leur intimité et des droits spécifiques de peuples autochtones ou de communautés locales, nous devrions encore respecter la liberté d'aller et de venir des autres êtres, vivants et non vivants, et veiller à ne pas entraver, par exemple, le passage des cerfs. Baptiste Lanaspez. Sans parler de ce qui est à la fois l'une des grandes structures et l'une des grandes tragédies de notre temps, le système des frontières nationales, formant des enclos régionaux, dont Schengen est emblématique, qui garantissent un ordre colonial d'apartheid au mépris de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Sarah Van Huxem. On peut en effet partir de l'hypothèse formulée par Ghassan Hage dans Le loup et le musulman, selon laquelle ces deux figures, écologiques et raciales, du loup et du musulman, se rejoignent dans celle du migrant, lequel ne respecte pas les frontières nationales et partant menace l'ordre établi, à savoir l'ordre colonial encore en place. Un système d'oppression et de domination d'un groupe racial institué par des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires, l'apartheid, n'aurait pas, selon Ghassan Hage, entièrement disparu. De fait, le dispositif ségrégationniste paraît étendu à l'échelle planétaire dès lors que les humains jouissent de droits distincts d'arpenter et de parcourir la Terre, selon qu'ils sont nés dans un pays ou dans un autre et peuvent alors obtenir tel ou tel passeport. Que pouvons-nous faire sur le terrain du droit ? Selon Ghassan Hage, la colonialité et la catastrophe écologique ne sont que les deux faces d'une même réalité, celle de l'exploitation de ressources humaines et non humaines pour l'accumulation de capitaux. Aussi peut-on se demander si une réponse commune ne pourrait être apportée à cette question migratoire et écologique. Répondant à l'appel d'Achille Mbembe de se doter d'une conscience écologique et de reconnaître un droit à la respiration aussi bien aux animaux humains et non humains qu'aux arbres, aux herbes ou champignons, peut-être pourrions-nous partir d'un principe légalement reconnu en droit français, le principe de solidarité écologique. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.